Dur, Stéphane Descartier qui nous conseillait, qui nous challengeait régulièrement sur l'immobilier. Voilà, faut faire attention au voisinage. Après, c'est un cas très extrême. Hein. Quand vous achetez dans un immeuble, allez interroger 2-3 voisins dans la cage d'escalier, allez taper aux portes, comment ça se passe dans l'immeuble. C'est une petite recommandation aussi qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses. Bon, nous on va pas parler des dôles et autres voisins ou voisines turbulentes, pourtant on pourrait. Vous nous emmenez à Paris et vous avez envie de nous proposer 2 paris. Alors attention, il n'y a rien de garanti, c'est vraiment 2 paris pour Paris que vous nous proposez. Voilà. Oui, c'est bien de pouvoir imaginer, de faire un petit peu de politique fiction, de pouvoir un petit peu imaginer ce qui peut se passer à Paris. Et alors dans vos rêves parisiens de l'immobilier. Voilà. Alors il y a 2 choses qu'on pourra peut-être voir évoluer sur le moyen ou long terme à Paris. La première, c'est la fin du plafonnement des loyers concernant Paris intramuros. On a déjà parlé avec Marie, effectivement. Bon, ça pose quand même beaucoup de problèmes, ce plafonnement des loyers. C'est vrai qu'il y a un intérêt de court terme pour certains locataires de payer un petit peu moins cher, mais ça pose quand même beaucoup de problèmes. Ça pose un problème de court terme déjà, puisqu'aujourd'hui, sur certains biens, pas sur tous, mais sur certains biens, le petit studio, le petit 2 pièces, le marché est collé, il n'y a plus de ventes, il y a très peu de ventes. Au-delà des baisses de prix qu'on a constatées déjà, notamment sur une enquête de Meilleur Agent, le marché est collé, donc ça veut dire des ventes qui ne se font pas, c'est des rentrées fiscales en moins, puisque les frais de mutation ne sont pas là. Ce sont des biens qui ne se relouent pas non plus, parce que les propriétaires sur des biens, ils ne vont pas les louer pour les vendre, on vend mieux un bien libre, donc sur un marché en carence, c'est déjà problématique. Et puis c'est aussi des chantiers en moins pour nos artisans, parce qu'en locatif, une vente, c'est un chantier. Dans quasiment 100% des cas, il y a toujours un petit coup d'électricité, de remise aux normes, un petit coup de peinture à faire, donc des chantiers en moins, des appartements qui ne se louent pas, des frais de mutation en moins. Et puis sur le moyen terme, il y a un problème supplémentaire, c'est que les rares ventes qui sont faites aujourd'hui, on le constate nous, c'est clair, et chez des confrères également, sont faites à des propriétaires occupants, notamment pour le studio et le petit 2 pièces, du propriétaire occupant ou du pied-à-terre. Donc des biens qui sortent. C'est un doux rêve, mais enfin, c'est hyper politique, Stéphane. C'est-à-dire que la maire de Paris qui s'est accrochée à corps et à cri sur cette histoire pendant toute la campagne, elle va pas se déjuger comme ça en disant non, finalement pour 2 artisans pour 2 artisans. Oui, mais est-ce que le but, ce qu'on constate aujourd'hui, et ce qu'on va constater de plus en plus, c'est que ça assèche le marché locatif. Et le vrai problème de Paris, est-ce qu'on veut aujourd'hui supprimer des biens locatifs de Paris intramuros? En tout cas, cette tendance, elle est partie, elle est entamée, et je dirais que, à la limite, ça aurait pu fonctionner si toute la première couronne avait suivi le mouvement. C'est ça. Mais c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, les investisseurs, la première couronne n'a pas intérêt à le faire. Je veux dire, si on veut, tout le monde a franchi le périph', quoi. Voilà, tout le monde a franchi le périph'. Les investisseurs et leurs locataires sont partis en première couronne. Donc si on veut faire fuir les investisseurs, c'est fait. Mais les investisseurs et leurs locataires, forcément, quittent Paris. Donc, est-ce qu'on veut une ville uniquement avec des pieds-à-terre pour étrangers ou pour provinciaux et effectivement du propriétaire occupant? C'est une tendance qui aujourd'hui est enclenchée, donc on peut raisonnablement imaginer, dans 2 ans, dans 5 ans, ou peut-être jamais, nous sommes bien d'accord, mais effectivement la logique voudrait, en tout cas, si on veut que des locataires reviennent à Paris, que ce plafonnement des loyers prenne fin un jour ou l'autre, et si c'est le cas, on a intérêt à se positionner aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, sur certains biens, les prix ont déjà commencé à craquer. Si on est séduit, à Paris. Et ça veut dire du genre, quel type d'exemple vous avez pour nous prouver quand même que ça peut être tentant de vous faire confiance, là, de se dire tiens, Paris, je le prends. C'est quoi la mise? La chambre de bonne, par exemple, qui se présentait à 100 000 €. Aujourd'hui, elle est présentée à 90 000 € et les ventes se font à 80 000. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu sur la chambre de bonne quasiment 20%. Ça, c'est je suis pas le seul professionnel à le constater sur les ventes enregistrées. Le petit 2 pièces également a beaucoup souffert, puisque le petit 2 pièces parisien de 25-27 mètres carrés, on a des baisses aujourd'hui enregistrées également de 15%, voire 20% également. Donc sur ce type de bien, se positionner aujourd'hui, ça peut être
intéressant parce que vous êtes sur les données actuelles et si on déplafonne effectivement, si on supprime le plafonnement, vous allez pouvoir retrouver la rentabilité qu'on avait encore avec un prix d'achat. Et là où Stéphane a raison, c'est que là où la mairie de Paris peut s'en sortir, disons par le haut, c'est qu'au départ, malgré tout, elle avait été réduite à peau de chagrin quand même, cette réforme et ce plafonnement des loyers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très concrètement, c'est un test. Oui. Donc pendant 2 ans, on teste l'encadrement des loyers. Si ça ne fonctionne pas, on peut potentiellement dire « Oh là là, attention, nous on a simplement testé, on voit maintenant effectivement les effets pervers de la mesure. » On a asséché l'offre locative tout simplement, donc effectivement c'est bon. Voilà. Allez, premier Paris. C'est un pari. Ouais, et on l'aime bien. Paris parce que vous avez choisi de nous fâcher avec la mairie de Paris. Oh non, pas spécialement. De location saisonnière, c'est ça? Oui, alors, la deuxième perspective qu'on peut imaginer effectivement, c'est de mettre fin à l'extraordinaire hypocrisie qu'on voit tous les jours sur Paris, c'est-à-dire des milliers de logements qui sont loués à la semaine en toute illégalité à des touristes. Voilà, on peut là aussi imaginer, alors pas sur tout Paris, ça je n'y crois pas une seconde, mais en tout cas sur les secteurs touristiques, il y ait petit à petit des autorisations qui soient données à des propriétaires bailleurs de faire des locations à la semaine. On peut imaginer sur les zones notamment où maintenant on peut ouvrir le dimanche. Parce que effectivement, là, on ne pourra pas mettre effectivement un contrôleur. Il y a des contrôles aujourd'hui, il y en avait très peu par le passé, il y en a aujourd'hui, mais on ne pourra pas mettre 300, 500 contrôleurs à Paris derrière chaque propriétaire. Ah, la mairie de Paris embauche, vous allez voir. Oui. Comme à Barcelone, vous avez vu les opérations coup de poing qu'ils ont menées justement contre Airbnb à Barcelone. C'est vrai, absolument. Mais enfin, c'est le sens de l'histoire aujourd'hui. Moi, voilà, on regarde les jeunes. Moi, j'ai un fils de 20 ans, il parcourt l'Europe avec Blablacar, avec Airbnb. C'est pas la France avec ses petits bras qui va effectivement organiser l'internet mondial. Il faut pas se faire d'illusions. C'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est ancré dans les mœurs, notamment de la jeunesse, et on ne va pas arrêter effectivement ce phénomène. Alors il y en a peut-être qui sont encore nostalgiques du Minitel et de France Télécom, mais ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, on est quand même sur une économie internet avec des facilités, et puis surtout dans les secteurs touristiques, il n'y a plus de famille aujourd'hui sur les Champs-Élysées, autour de la Tour Eiffel, etc. Donc l'argument de dire oui, mais il faut garder des habitants. Oui, mais enfin, ce sont des quartiers qui, de toute façon, les quartiers très touristiques, les familles sont déjà effectivement sont plus des quartiers populaires, donc voilà. Voilà, et puis aussi, ça correspond, je crois que c'est une offre, les Airbnb et d'autres sites, la location à la semaine d'appartements pour des touristes, c'est une offre qui est complémentaire des hôtels sur 2 parties. D'une part, ça peut être parfois plus économique parce que des jeunes vont se réunir à 3 ou 4 pour louer un appartement, ils peuvent se faire à manger, etc. Ou alors aussi une offre plus authentique. Il y a des touristes qui veulent Amélie Poulain, qui veulent effectivement La Belle et le Clochard, qui veulent voilà une certaine vie à la parisienne, qui veulent des appartements de charme, etc. Ça veut dire que toute l'année, je pourrais louer de manière à la semaine. On peut raisonnablement imaginer que sur certains secteurs hyper touristiques, c'est-à-dire vraiment l'hypercentre de Paris, plus Montmartre, plus Tour Eiffel, plus Champs-Élysées, enfin quelques secteurs très touristiques à Paris, on aille vers vers des autorisations données peut-être au début au compte-gouttes, puis ensuite pour répondre à cette demande, à moins qu'on veuille freiner le tourisme à Paris. Mais sans restriction de temps, c'est ça votre théorie en gros. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut le faire sur sa résidence principale quelques semaines par an, mais on n'a pas le droit en tant que bailleur de louer régulièrement 40 ou 45 semaines à des touristes. On n'a pas le droit, mais des milliers de propriétaires le font, on est bien d'accord. Comment on fait pour vous suivre sur ce pari? Parce qu'investir dans un grand appartement sur les champs, sur le champ de Mars, mais c'est pas à la porte. Non, pour le touriste, c'est pas le grand appartement qui fonctionne. Pour le touriste, c'est le studio, le petit T2. C'est un petit peu pareil que pour la location. Oui, c'est toujours à peu près la même chose. Studio T2 pour des couples ou 2 couples qui vont se partager un appartement ou des jeunes, etc. Donc ce sont plutôt des petites surfaces. Ces 2 paris se basent en plus sur des surfaces similaires. Oui, plutôt effectivement. Alors pour le touriste, pas de la chambre de bonne. Pour le touriste, il faut quand même au moins du 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Mais sur les secteurs touristiques, effectivement, se positionner aujourd'hui, alors que les prix sont élevés, mais enfin sont effectivement raisonnables. Si on va vers des autorisations qui seront données sur ces secteurs, là, vos rentabilités, vous les multipliez par 2 ou 3. Et l'échéance de votre pari quand même pour terminer, Stéphane, parce que c'est quand? Alors c'est
dans 2 ans, dans 5 ans ou jamais. Encore une fois, attention. Pareil, encore une fois, ce sont des choses qu'on peut anticiper. Ce sont des paris. Un pari porte bien son nom. Ça peut très bien ne jamais arriver. Mais bon, c'est vrai que, notamment pour la location saisonnière à Paris, on peut pas continuer comme ça. Il suffit d'ouvrir Internet pour voir les milliers d'offres totalement hors la loi. On ne peut pas continuer comme ça. Bon, c'est vrai qu'en France, on est capable d'hypocrisie. Quand même, c'est assez, parfois, c'est assez consternant. Hein. On se rappelle de nos avertisseurs de radar qui sont transformés en avertisseurs de zones de danger. Bon, voilà, hein, on est capable effectivement de faire des choses assez fabuleuses en France. Mais bon, voilà, ce sont 2 choses qu'on peut imaginer voir évoluer dans les années qui viennent ou pas. Voilà. C'était la chronique ou pas de Stéphane Descartier. Merci Stéphane pour la Maison de l'Investisseur. Merci Marie. Chaque jour pour la vie IMO.